Le premier à avoir roulé, c'est Roger Decosté. Il a commencé à rouler en 1960. La première course de motocross s'est déroulée à Camberley, dans le Surrey, en Angleterre, en 1924. Ken Roczen a décroché le titre de champion de Supercross en 2022. Le plus grand champion en titre, c'est Geoffrey Hierling. Son 5e titre mondial a été déclaré en 2021. Le meilleur pilote 250cc est Joël Robert. Il est belge et a remporté 5 fois le titre du monde de 250cc. Autre champion, autre discipline. Bien sûr, c'est une curieuse façon de se présenter, mais c'est une très bonne entrée en matière pour l'acrobate qu'est Joël Robert, qui rejoint ici son manager et ami, Serge Skellens. Voici un sportif qui totalise la bagatelle de 230 victoires. Il est champion du monde pour la 5e fois. Dans tous les pays où un Grand Prix est organisé, il n'en est pas un seul qui n'ait vu une victoire de Joël Robert. Pour un garçon de 28 ans, il faut bien admettre que c'est une très belle carte de visite. Pardon, j'oubliais de vous préciser que Joël Robert accomplit toutes ses prouesses dans la catégorie des 250 cm3. Voilà qui est fait. Le salaire d'un pilote de Supercross peut aller de 1500 à 2300 pour un débutant, ce qui est plutôt pas mal. Il existe bien sûr différents types de motos. Les motocross, les routières, les rider chair, les sportifs, les enduros. Mais pour chacune de ces motos, il existe des classes, des 2 temps et des 4 temps. On reconnaît la 2 temps par son bruit aigu et la 4 temps par son bruit grave. En bref, après ce passage où je m'affiche très littéralement, je vais vous expliquer les classes, les 2 temps, les 4 temps, leurs centimètres cubes. Donc dans ce tableau, comme tout est très bien expliqué, il y a la classe 1 qui n'a pas de 2 temps, mais qui a un 4 temps de 65 à 85 cm3. La classe 2, MX1, 150 cm3 en 2 temps, et en 4 temps, 450 cm3. La classe 3, MX2, à 100 cm3 en 2 temps, et en 4 temps, 250 cm3. La classe 4, MX3, à 250 cm3 en 2 temps et 650 cm3 en 4 temps. Maintenant, je vais faire passer une vidéo qui va vous montrer les plus grandes marques de motocross et leur petite histoire. Pour commencer, la Yamaha. Yamaha, c'est parti. Salut à tous, bienvenue sur Motors & Co. Alors avant de vous dire Yamaha, c'est quoi? L'idée c'est de vous dire Yamaha, c'est qui? Un japonais, Monsieur Yamaha Torakuzu. Oui, c'est ça. Il est né en 1851, c'est un fils d'astronome qui aimait avant tout la technologie et la science. En même temps, si je leur dis qu'il aimait le Jenga et le ton à la catalane, on va pas avancer quoi. Alors Monsieur Torakuzu, à la base, il faut savoir que la moto, c'est pas forcément son truc. Bah non. Au début, il travaille dans l'horlogerie et dans la réparation de matériel médical. Il y a une école primaire qui l'appelle pour lui demander de réparer un orgue. Mais comme le mec est pas trop con, il se dit bah tiens, si je notais tout ce qu'il y a dedans, comme ça on sait jamais, un jour bah je pourrais faire les miens. Et c'est comme ça qu'il a fait ses premiers instruments. En 1887, il crée la Yamaha Organ Company, qui sera connue sous le nom de Nippon Gaki Yamaha. Bref, Tokaratsu meurt en 1916, voilà, abonnez-vous, merci, bonsoir. Mais non, en réalité l'entreprise est rachetée et malheureusement peu de temps après, bah, c'est la Seconde Guerre mondiale. Donc, comme toutes les entreprises à l'époque, tu as le choix entre participer à l'effort de guerre ou participer à l'effort de guerre. Ah! Résultat, tous les instruments, les pianos, tout ça, c'est au grenier. Résultat, les mecs se mettent à fabriquer des hélices d'avion et du matériel militaire. Après la Seconde Guerre mondiale, évidemment, les Américains ont tout rasé. Le marché automobile japonais est au point mort et Yamaha se lance dans le 2 roues. Alors oui, c'est vrai qu'au départ, ils ont un petit peu pompé sur les Allemands, mais il faut bien commencer quelque part. Si on va par là, le moonwalk, c'est pas Michael qui l'a inventé non plus. Hein. En 1953, il crée la Yamaha Motor Company, présidée par... Ah merde.
Genichi Kawakami. C'est pas ça. Bah si, c'est ça. Qui n'est autre que le fils du président de la Nippon Gaki. Hashtag pistonnage. En 1955, Yamaha Music et Yamaha Motor se séparent, mais ils en profitent au passage pour lancer la YA1 125, alias Akatombo. La libellule rouge. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'ils se lancent dans la compétition, donc la fameuse course de côte du mont Fuji, dans laquelle Honda est largement favori, et ils vont leur mettre une branlée. Ah, ça va être sale. En clair, ils vont placer 7 de leurs motos dans le top 10 du classement de la course. Pour des mecs qui fabriquent leurs motos dans une cabane en bois, c'est plutôt pas dégueulasse. Par la suite, ils vont rebaptiser l'entreprise Yamaha tout court, en hommage donc au créateur, le mec qui est décédé en 1916, en fait. Tu crois qu'ils sont encore là, les gens? On arrive dans les années 60 où l'entreprise va racheter Showa et se lancer dans le 2 temps. Le 2 temps, c'est la vie. Ils vont aussi en profiter pour lancer une gamme de moteurs pour les bateaux, qui va continuer à évoluer au fur et à mesure des années, mais ça, on s'en branle un petit peu en fait. Alors ok, les années 60, c'est les 30 glorieuses, toutes les entreprises du monde fonctionnent, l'économie repart, on nique la planète. C'est honteux! Mais comme on le disait si bien à l'époque, Yamaha va clairement peser dans le game. Ils vont cartonner en compétition dans le pays, et notamment en Europe. On le sait très bien, une marque qui met le paquet sur la compétition et qui gagne, ça fait des motos qui se vendent. Et bah ça marche en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un peu plus tard, l'importateur américain Yamaha demande à la marque de préparer un trail pour concurrencer les Anglais de chez Bultaco et de chez Greaves. Perso, Greaves, désolé, je connaissais pas. Les années 70 représentent un gros tournant pour la marque puisqu'elle va notamment se diversifier en faisant du matériel industriel, des tout-terrains, des voitures de golf, des vibromasseurs. Ça peut pas, mais ça me fait rire. En 73, il lance la RD 350, une petite sportive 2 temps, 2 cylindres que j'ai eu le plaisir d'essayer. Et c'est vrai que quand on pense RD, on pense aussi à la RD 500, la moto de Coluche. Et puis en 76, bam, la XT 500. Parce que c'est l'essence même du trail, c'est une moto qui est légère, qui est maniable, qui a un mono qui est coupleux. On peut vraiment faire du tout-terrain, on peut vraiment se défoncer le tibia avec le kick. Ouais, c'est pas faux. En 77 arrive un scooter un peu spécial, le Passol. J'espère que je le prononce correctement. C'est un scooter que les ingénieurs ont voulu penser pour les femmes. Il fallait qu'il soit ergonomique, pratique. Apparemment, il fallait aussi qu'il ressemble à une planche à repasser. En 78, encore des moteurs de bateau. Qui s'en branle. Arrivant enfin les années 80, là ça devient intéressant. En 83 arrive la 600 Ténéré, connue et issue du Paris-Dakar. Et en 84, ils nous pondent la FJ 1100, qui est une routière de l'époque. Le but c'est clairement d'aller vite, hein. Non. En 85 arrive le brillantissime VMAX, oui, j'en parle. L'objectif des ingénieurs de l'époque, c'était clairement de créer un dragster des rues qui est fait pour aller tout droit, et c'est tout. On pouvait pas freiner et on pouvait pas tourner. Donc en termes d'ingénieur, on appelle ça une merguez. Ah là, il y a la team premier degré qui va me tomber dessus, mais direct. Quelle indignité. En 87 arrive un petit scooter très léger, très compact, très performant, le B-Wiz. Je crois qu'on a tous eu un. Enfin, à part moi, parce que j'avais pas de thune en fait. Dans les années 90, on va arriver une icône qui marche toujours, 20 ans après, la fameuse R1, qui va d'ailleurs permettre l'arrivée d'une deuxième icône, le Phaser. Et qu'on soit clair, on est typiquement aujourd'hui sur le type de moto Youngtimer par excellence, qui voit ses prix. Et là, on va me dire, tiens, il nous parle pas de son XJR? Ma petite merguez à moi. Bah ouais, l'air de rien, c'est quand même une moto qui a eu 20 ans de carrière. Elle a un gros moteur plein de coupes très sympa. Elle a aussi un cadre et des suspensions en mousse. Bon bah, c'est le charme de l'ancien frère. En 2001, la Yamaha Motor Corporation est créée. Dans l'idée, c'était de séparer Yamaha Motor d'un côté et Yamaha Moto de l'autre. Et dans la foulée, ils vont créer l'incroyable T-Max. Les gens ont quitté la vidéo. En même temps, les mecs, ils ont quand même inventé le Maxi Scoot, ça va. Et après, ils vont encore se diversifier en créant des jet skis, des quads, et on s'en bat les... En 2010, c'est l'apogée de la gamme MT avec le fameux moteur Crossplane. Résultat, on se retrouve avec un carton de vente sur toute la gamme, la MT7, la MT9, ce qui va d'ailleurs permettre l'arrivée de la MT9, la Niken, celle en 3 roues. C'est pas un véhicule pour les personnes âgées, c'est un truc qui marche très bien, ça tient très bien la route. Et là, au final, vous allez me dire, le logo Yamaha, c'est quoi? C'est chelou les petits diapasons quand même là. La première côté véhicule voudrait qu'il représente les 3 ingrédients indispensables au succès de la marque, à savoir le marketing, la fabrication. Oh là là, il a oublié son texte. Et la technologie, je vais y arriver. Et pour la deuxième théorie, côté fabrication d'instruments, on voudrait que ça représente l'essence même de la musique, à savoir l'harmonie, la rythmique et la mélodie. Alors oui, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur la marque, j'ai pas pu tout mettre dans cette vidéo sinon elle durerait 3h15. Si ce format... Maintenant, la KTM.
vous avez toujours d'autres questions, vous pouvez toujours nous les poser.